Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger. Il est 8h37. Les grands sujets qui font réagir ce matin, ce qui s'est passé à Alès, notamment aussi avec ce drame là des trois jeunes, 14, 15 et 19 ans dans une voiture. Donc il n'y a pas eu de course-poursuite avec les policiers, même si les policiers ont vu la voiture qui filait dans les rues d'Alès, mais ils ont perdu en fait la trace et puis elle est allée juste à la sortie d'Alès, un muret. Et puis boum, elle est tombée effectivement dans une piscine. Les trois sont morts. Bon, ils étaient connus pour des trafics de stupéfiants. Un sortait en fait du commissariat la veille, de 15 ans, bien sûr. On va l'évoquer avec vous si vous voulez d'un mot. Il y a beaucoup d'autres sujets, notamment aussi l'étude assez vertigineuse qui montre le désamour profond des Français pour la politique et ceux qui la font, ce que vous avez évoqué tout à l'heure, Françoise Degois. Olivier est tout d'abord avec nous au 0826 300 300 de Maine, je crois. Oui, c'est ça. C'est où déjà? Bonjour. Oui, c'est triste et moi, ce qui me chagrine, c'est qu'on ne va pas en parler beaucoup. Il faudrait que toutes les télés, toutes les radios en parlent. Parce que moi, j'ai un fils qui essaye toutes ces saloperies là. Ah, le protoxyde d'azote, notamment, c'est ça. Oui, mais il a essayé pour voir ce que ça faisait, quoi. Il essaye, ça va. Il ne devient pas addict à rien. Mais bon, ça me fait peur parce qu'on les prévient pas assez que c'est dangereux. Ouais. C'est trop dangereux. Et si on en parlait beaucoup à la télé, si on en parlait dans les écoles, si on expliquait aux gens que, attention, c'est dangereux, il y a des morts, il y a eu ci, il y a eu ça, il y a des séquelles, on ne leur dit pas, on leur dit jamais. Et après, on pleure parce que, ils sont tués. Alors, on ne sait pas s'ils étaient véritablement sous protoxyde d'azote. En tout cas, il y a eu des traces de retrouvés dans la voiture, comme de même que des stupéfiants. Mais c'est vrai, il y a eu beaucoup d'accidents récemment avec des conducteurs qui avaient pris, et notamment des jeunes, du protoxyde d'azote. Pas seulement les jeunes, d'ailleurs. Ils mélangent en plus. Le problème, c'est qu'ils mélangent, ils boivent des bières, ils fument des joints. Ça m'horripile parce que j'ai eu ça pendant que je travaillais, j'en avais tous les jours. Des jeunes qui étaient avec moi alors ils avaient leur voiture. Moi j'ai gueulé auprès du patron, je lui ai dit attends, il me dit qu'est-ce que je fasse. Ils arrivaient le matin à 7h30, ils avaient fumé 2 joints et ils partaient, ils buvaient de la bière au volant. Ils travaillaient dans quoi? C'était dans quel secteur? Dans le BTP. Dans le BTP. C'était des jeunes, que des jeunes. Ils avaient moins de 25 ans tous. Mais ça finit mal, parce que il a pris 7 ans de prison, il est sorti il y a 15 jours, il vient de reprendre 5 ans. Elisabeth Lévy, Françoise Degois. Merci Olivier. Merci Olivier. L'affaire du protoxyde d'azote et le témoignage d'Olivier sur le fait que c'est tout milieu, tout terrain, des gens qui bossent, des gens qui bossent pas, c'est pas du tout des marginaux aujourd'hui. Où la coke semble-t-il, on en prend beaucoup dans les milieux, justement sur les chantiers. Donc montre une chose, si vous voulez, c'est que l'interdit, l'idée qu'on va traquer la demande, qu'on va traquer le consommateur, etc. Sauf à faire comme en Malaisie, effectivement. Je crois pas que c'est ça. D'autant plus que maintenant, ce qu'on voit, c'est que n'importe quel produit vendu dans le commerce, en pharmacie, n'importe quoi, peut devenir une drogue. Donc on va pas interdire non plus la chantilly. Si vous voulez, on peut monter comme ça dans l'interdiction. Moi, à vrai dire, je pense que c'est vraiment un problème sur lequel il faut se garder de prétendre c'est extrêmement difficile avoir la solution. Mais il y a une chose qui me frappe, c'est qu'il faut quand même s'interroger. Quand nous, on était jeunes, Patrick, quand on avait 15-16 ans, oui. On picolait. Mais j'en fumais des joints de temps en temps. Mais c'était pas un truc assez complètement massif partout. Il n'y avait pas 1 million de consommateurs occasionnels. C'est pas vrai. Et je me suis demandé pourquoi. En dehors du fait qu'on en trouve facilement, pourquoi alors les gens disent parce que la vie est difficile. Et moi, je pense que c'est parce qu'elle l'est pas. Quand je m'entends bien, c'est parce que il y a plus grand chose à désirer. Vous avez le monde à portée de votre iPhone, tout le monde trouve ça tout à fait normal. Vous avez des droits infinis, vous n'avez plus de limites, il y a plus de Bastille à prendre, si vous voulez. Et je pense que ça contribue à ça. Mais je partage. Non, mais elle a raison, Elisabeth. Je partage. Je dirais aussi que moi, je corrélerais ça. D'abord, c'est très intéressant ce que dit notre auditeur sur le fait que il faut dire et redire et répéter. Et je suis absolument ok avec Elisabeth pour dire c'est tellement complexe. Et d'ailleurs, on y va avec des pincettes parce que on peut pas comme ça au doigt mouillé décréter que. En revanche, je corrélerais peut-être ça aussi.
Bastilles, ok sur les Bastilles à prendre. La France est un pays qui a besoin de rêves, c'est un pays romanesque, romantique. Il a besoin de rêver et rien ne nous fait rêver aujourd'hui. On a besoin de. C'est un pays d'élan, la France. Donc c'est un pays qui a besoin une forme d'angoisse collective, existentielle et moi, voilà, et résultat, on se réfugie. Et donc, voilà. Et moi, je corrélerais ça justement, véritablement, à toutes les études, alors là, qui sont vraiment documentées sur la santé mentale qui se dégrade complètement en France, qui va devenir, à mon avis, va devoir devenir une grande cause nationale. Emmanuel Macron a essayé de le faire, mais ça marche pas tout à fait. Mais non, avec, vous savez, les séances. Vous dites que quelque chose est une grande cause nationale, vous l'enterrez. Non, mais je vous assure. Je vous assure que la santé mentale va devenir un sujet de la présidentielle. La santé mentale, pas simplement des jeunes. Moi, je discute avec des gens des services privés, et j'ai des copains psychiatres. Ils me disent, tu n'imagines pas, on est à plus 300, plus 400 de jeunes qui arrivent, qui ont fait des tentatives de suicide, etc. Donc, je peux corréler le protoxyde d'azote, bon an, mal an, avec ces études qui sont très documentées. Je pense qu'il y a une rupture psychique, effectivement, dans la société française, dans toutes les sociétés occidentales, et c'est pour ça que je pense que la théorie d'Elisabeth est tout à fait juste, en tout cas son intuition. Les sociétés les plus riches, les sociétés occidentales, je pense au Japon, qui fait face à une épidémie de suicide comme jamais d'adolescents avec la pression scolaire. Je pense aux États-Unis. Je pense vraiment, en gros, à tous les pays de l'OCDE. Je crois qu'il y a un lien à faire, et là, c'est un travail on a atteint un certain niveau et on retombe en arrière, quoi. On retombe parce qu'on a une angoisse existentielle. C'est une panne du désir. Ouais, si vous voulez, le désir, c'est ce qui vous fait vous lever le matin. C'est pas simplement sexuel ou érotique. C'est ce qui vous fait, c'est la libido. C'est ce qui vous fait vous lever le matin, qui vous fait avoir envie de découvrir, d'apprendre, toutes sortes de choses. Et on voit bien que la saturation, Françoise a prononcé, je ne sais plus si c'était à l'antenne ou dans le couloir, le mot consommation. La saturation, si vous voulez, de l'espace par des choses à consommer. Voilà ce qu'on vous donne à désirer. Voilà ce que la consommation. Et donc, évidemment, il ne faut pas être non plus caricatural là-dessus. Il y a certainement beaucoup d'autres explications. Je pense, Elisabeth, que l'environnement international est très anxiogène. Je pense que cette génération qu'on appelle la génération Z, la génération qui binge, on en parlait tout à l'heure, la consommation absolue, c'est-à-dire elle binge, c'est-à-dire que au lieu de regarder un seul épisode d'une série, on regarde toute la série. Au lieu de prendre un demi, on prend 10 demi, c'est-à-dire on consomme véritablement à outrance, mais ça ne veut pas dire que c'est des enfants gâtés. Ça veut dire qu'il y a un aspect, si vous voulez, du manque de rêve et de combat à mener, et c'est d'ailleurs pour ça que les jeunes, paradoxalement, dans les enquêtes d'opinion, eh bien, ils plébiscitent qui, les jeunes ? Eh bien, ils plébiscitent Marine Le Pen ou Jordan Bardella et Jean-Luc Mélenchon. C'est quand même assez intéressant de regarder, de voir cela. C'est-à-dire des mouvements radicaux qui proposent quelque chose au moins. Qu'est-ce que vous en pensez, justement, vous, 0826 300 300, pourquoi, évidemment, on ne rêve plus, en fait, comme ça? Est-ce que ce sont les politiques? Est-ce que c'est l'angoisse existentielle? Oui, bien sûr. Est-ce que ce sont les politiques aussi qui ne nous font plus rêver et qui ont une responsabilité? On va en parler tout à l'heure. Ils ont une immense responsabilité, bien sûr. Moi, je crois que les Français ont une responsabilité plus immense encore. Sur tous ces sujets. Vous avez vu, tiens, Christine Bouillot me le signalait, là, l'idée, parce que on ne sait plus quoi inventer. Donc on veut changer le nom du département de l'Ariège. Oui, j'ai vu ça. Pourquoi on voudrait l'appeler, parce qu'on le confond avec l'Ardèche, pour certains. N'importe quoi. Moi, on me confond avec Cosette ou Closer, le journal Causeur. Est-ce qu'il faut débaptiser l'Ariège? Oh là, alors là, ça fait grincer. Mais l'Ariège, ça commence comme arrière, ça va pas du tout. Bon, voilà. Il y a 9 moins le quart, je le disais, il y a des départements qui ont changé, mais il y avait une vraie raison. Par exemple, les Côtes du Nord sont passées. Côte d'Armor. Côte d'Armor, c'est joli. Les Côtes du Nord, c'était plutôt Dunkerque, on confondait, là, c'était autre chose. Allez, il est 9h moins le quart, vous réagissez. Oui, Elisabeth Lévy. Non, vous ne connaissez pas votre géographie. Mais si, elle la connaît très bien, mais pendant la pause, vous faites un petit cours de géo. C'était le symbole de... Allez, on se retrouve dans un instant sur Sud Radio. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger. Il est 8h49. Vous avez vu, vous avez peut-être entendu Elisabeth Lévy tout à l'heure, si vous étiez avec nous à 8h15, c'est assez étonnant quand même. Enfin, je dis étonnant, c'est le papier de Elle en tant que tel sur les gays et le RN.
Non, ce qui est étonnant en réalité, ce qui est étonnant en réalité, ce qui est étonnant, c'est que ça étonne le journaliste de Elle qui semblait, et ça n'est pas du tout une insulte, tout à fait progressiste, et évidemment, il dit c'est dommage, l'homosexualité se banalise et donc les homosexuels ne votent plus en tant qu'homosexuels. La réalité, c'est que tout le monde sait depuis fort longtemps, il y a deux choses. Il y a dans les élus RN beaucoup d'homosexuels affichés. Désolé qui n'en ont. Bah oui, Jean-Philippe Tanguy. Donc Sébastien Chenu, à qui je rends son vrai prénom parce que je l'ai appelé. Voilà. Mais qui sont affichés, qui le disent. Donc, je sais pas, voilà, monsieur, c'est normal. Je sais pas si ça vous fait réagir. Et deuxièmement, elle s'émeut parce que 30% des homosexuels, selon les sondages, hommes s'apprêteraient à voter pour Bardella. Or, ça correspond absolument à la moyenne nationale. Oui, voilà, il n'y a rien à en dire. Non, mais ça coupe l'herbe sous le pied de certains. Qui disait que le RN, c'est pas un argument. C'est pas un argument. En fait, l'argument politique du RN homophobe, il y a longtemps que c'est passé. Vous savez quand est-ce que c'est passé? Parce que Marine Le Pen elle n'a pas pu l'affirmer pleinement parce qu'il y avait sa nièce Marion Maréchal qui était absolument opposée. Marine Le Pen n'était pas du tout opposée au mariage pour tous, par exemple. Elle a été extrêmement discrète, Marine Le Pen, parce qu'elle était tout à fait favorable à ça, mais elle ne pouvait pas, dans sa famille politique et dans sa propre famille à elle, Marion Maréchal, assumer cela. Donc, pardon, quand même, là, ça mérite quand même une précision. On pouvait parfaitement être opposé au mariage pour tous sans être du tout homophobe. Non, mais là, vous avez raison. Mais ce que je veux dire, une fois que vous êtes d'accord. Dans l'électorat conservateur, elle a raison. Dans l'électorat conservateur à l'ancienne du RN. Allez, on a deux sujets encore à aborder. Il nous reste 5 minutes. Bravo, je vous félicite. Mais bon, ça se poursuivra avec les auditeurs tout à l'heure après 9h avec Jean-François Aquili. La responsabilité des politiques arrive en tête des sujets de préoccupation des Français, avec même le désamour. Olivier est avec nous sur le désamour des Français pour les politiques. Olivier de Colomiers qui est avec nous. Bonjour Olivier. Bonjour à toute l'équipe de Sud Radio. Bonjour. Merci de me donner la parole. Je suis un fidèle auditeur de votre émission et même de toutes les émissions de Sud Radio. Bon, alors très bien. Sur ce désamour. Bravo. Alors, comment je vais faire ça assez vite? J'ai entendu qu'il restait 5 minutes. Donc, je vais parler pour le désamour. Et je vais plutôt poser une question à Françoise Debois. Françoise, avec tout ce qu'on entend maintenant, on ne sait plus. Alors, je voudrais savoir, est-ce que si en 2027, je prends le cas du RN, était élu, est-ce que la France pourra être gouvernée et pourrons-nous retrouver une situation stable ou admettons que ce soit la gauche qui soit élue, est-ce que la même question? Et est-ce qu'il va falloir attendre jusqu'en 2027 pour avoir vraiment des changements dans notre pays radicaux, de manière à remettre tout en place, à faire quelque chose de concret et véritable pour notre pays, Françoise? Alors, Madame Irma vous écoute, Madame Soleil, je suis absolument incapable de vous le dire. Par contre, ce que j'entends dans votre question, et c'est la question que moi-même je me pose, c'est comment on passe cette année 2026 et surtout comment est-ce qu'on arrive à 2027 à peu près indemne. C'est ça, moi, mon sujet. C'est si le budget n'atterrit pas, si à un moment donné on se retrouve sans budget, par exemple au 31 décembre, je pense qu'on ouvre une instabilité encore plus grande. On est quasiment en crise de régime, c'est-à-dire en remise en cause de toutes les institutions. La détestation d'Emmanuel Macron est un sujet politique majeur. C'est-à-dire que véritablement, il est la clé de voûte des institutions. Si le président de la République est aussi faible, aussi détesté, comme le dit l'enquête, c'est un problème. Donc, je n'ai aucune réponse à vos questions. Par contre, j'ai le même questionnement que vous. Si on n'atterrit pas à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire si les élus ne montrent pas qu'à un moment donné, ils sont un peu responsables et capables de s'entendre, parce que c'est ça le budget, ça sera ça le symbole, eh bien, je ne sais pas comment on passe l'année 2026. D'un mot, parce que on a deux points d'accord. Le premier, c'est qu'il faut qu'on aille jusqu'à 2027. Le deuxième, c'est que la haine, je ne parle pas de la critique, je ne parle pas même du rejet politique, la haine d'Emmanuel Macron est tout à fait inquiétante. Il y a quelque chose vraiment qui dépasse tout à fait la politique et qui ne va pas. Je dis très vite une chose parce que Françoise a dit beaucoup de choses très intéressantes, c'est que
pour moi, il faut rappeler toujours aux Français, si l'Assemblée est ingouvernable, c'est pas parce que les partis l'ont décidé, c'est parce que eux ont élu une Assemblée. Les Français sont divisés. Et deuxièmement, je pense que nous gagnerions, même que les politiques aient des responsabilités, oui, par définition, puisqu'ils dirigent, mais nous gagnerions en réalité en liberté à nous interroger plutôt sur nos responsabilités, sur ce que nous pouvons faire pour régler cette situation. Par exemple, quelques sacrifices économiques quand nous pouvons les faire. Voilà, sans brailler tout le temps. Tout à l'heure, vous en parlerez au 0826 300 300 avec, s'il vous plaît, vous en parlerez en fait tout à l'heure avec Jean-François Achilli, qui recevra Alexandre Mancino, qui vient d'écrire un livre Redonner sa grandeur à la politique. Justement, c'est un jeune, c'est assez intéressant. On va conclure quand même avec vous, Frédéric Brindel, sur ce qui s'est passé là hier. La condamnation définitive de Raphaël Arnault, le député LFI, qui a été révélée dans la presse. Oui, donc 4 mois de prison avec sursis, 1 600 € de dommages et d'intérêts. C'est le média Frontières, média d'extrême droite, qui révèle ça. Et son directeur éditorial, David Allen, envoie donc l'explication sur les réseaux sociaux. Devant la justice, Raphaël Arnault a été condamné. Il a fait appel, mais en avril 2025, il a retiré discrètement sa plainte. Donc sur les bancs de l'Assemblée nationale, on a un député triple fichier S répertorié pour sa dangerosité, mais également condamné par la justice pour violence en réunion. Voilà, donc en plus hier, le rédacteur en chef de Frontières se balade devant l'Assemblée nationale et il croise Raphaël Arnault. Et il présente la une de son journal. Alors écoutez, deux petites secondes là, il se parle. La une de Frontières, on n'est pas février. Voilà, donc c'est un dialogue de sourds. Le journal Frontières associe le député LFiste au terrorisme, d'où cette passe d'armes qui se termine sans heurts, mais sans que l'un ou l'autre n'ait pris le temps de s'écouter. Finalement, deux France incompatibles, séparées par une frontière impénétrable. Ouais, c'était un peu ce qu'on disait en fait tout à l'heure. Absolument. Et ce que montre l'enquête du Cevipof, et on en parlait tout à l'heure avec Elisabeth, c'est la polarisation absolue, quasiment désormais caricaturale dans ce pays. C'est un problème. Merci. Ça va se poursuivre dans un instant. Avec Jean-François Achilli, justement, vos réactions sur l'actualité. Qu'est-ce qui vous fait réagir ce matin, notamment ce que l'on évoquait en fait à l'instant, des amours. Vous pouvez appeler. Est-ce que vous avez le sentiment que ce sont les Français qui sont responsables, ou est-ce que ce sont les politiques qui sont responsables aussi de ce désamour? Vous appelez 0826 300 300 et puis on aura le nom de la gagnante ou du gagnant de la machine à café luxe de la marque Ninja. J'ai hâte de savoir qui est-ce qui a gagné au tirage au sort en envoyant sapin au 7 20 18. Vous avez peut-être encore 2 minutes 30.